Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Ce livre est le 136e livre de la. Dirigé par François Soulages et Michel Costantini. Comité scientifique international de lecture. Argentine Silvia Solas, Univ de la Plata. Brésil Biagio d'Angelo, Univ de Brasilia. Chili Rodrigo Zuniga, Univ du Chili Santiago. Corée du Sud, Yeon-Suk Kim, Chungwang University, Séoul, Espagne. Pedro Sange Accent-Aigu-S, Univ. Granada. France François Soulages, Univ. Paris 8, Grèce Panayotis Papadimitropoulos, Univ. Ioannina. Japon Kenji Kitamaya, Univ. Seiro Tokyo, Hongrie Aniko Adam, Univ. Pasmani PT. Eguietem Malte, Thierry Tremblay, Univ de la Valette. Série Philosophie. 11 Michel Gironde dire, Les mémoires de la violence. 12 Michel Gironde dire, Méditerranée et exil. Aujourd'hui. 49 Dominique Château, Théorie de la fiction. Monde possible et logique narrative. 60 François Soulages et Aniko Adam dire, Les frontières des rêves. 62 Michel Godefroy, Chirurgie esthétique et frontières de l'identité. 63 Thierry Tremblay, Frontières du sujet. Une esthétique du déclin. 64 Stéphane Kalakarim, Les frontières du corps et de l'espace. Newton. 66 Vladimir Mitz, La transgression des frontières du corps. La chirurgie esthétique. 67 Bernard Salignon, Frontières du réel ou l'espace-espace. 68 Dominique Château, L'art du fragment. Frontières apparentes et frontières souterraines. 69 Pierre Cust, Aux frontières de l'humain. Essai sur le transhumanisme. 71 Gabriel Baudran, Mathématiques et frontières. 73 Philippe Boinard, Frontières du visage, analogique numérique. 74 Aniko Adam, Aniko Radvanski et François Soulages dire, L'homme qui rêve. 77 Alain Milon et Shuling Tsai, Figure de l'homme. Au croisement des différences. 81 François Soulages dire, Les frontières des langues. 101 François Soulages dire, La crise du visage. 129 Léon Farinetto, Masse et multitude. À partir de Freud, Canetti et Spinoza. 131 Yin Yang, Blanchot Lao Tse, L'acte de nomination. 132 François Soulages et Léon Farinetto Codir, Masse et sujet. Philosophie et art. 137 Gabriel Baudran, Des discours contemporains à la lumière de Lacan. Série littérature. 46 Michel Costantini dire, Sémiotique des frontières, art et littérature. 70 Aniko Adam du Vague des frontières. Espace, littérature et langue. 76 François Soulages dire, Malraux le passeur de frontières. 93 François Soulages dire, Le flou et la littérature. 96 Richard Spiteri, Benjamin Perret. Travail en chantier. 109 Edmond Nogaki, Plasticité de la poésie de René Char. 117 Vincent Metzger, Henri Michaud. Fiction et diction. 119 Biagio d'Angelo, Espace. Topographie imaginaire. Écrit parisien 2017 à 8, 1. 120 B d'Angelo et F. Soulages, Codir, Temps. Photographie et littérature. Écrit parisien 2017 à 8, 2. 121 Biagio d'Angelo, Espace-temps. Proust et les créations contemporaines. Écrit parisien 2017 à 8, 3. Les autres titres de la collection Eidos sont donnés à la fin de ce livre. Chapitre 1 Compulsion de répétition, gâterie, technique. Tout porte à penser que la compulsion de répétition traumatique a été un élément fondateur de culture de premier ordre. Ch. Turc. L'éthique des atmosphères met en évidence la production du climat comme processus fondamental de civilisation. P. Sloterdijk. What It Is Without the Hand That Builds It, 2008, est une installation de Riley Harmon qui consiste en un central téléphonique doté de câbles d'où coulent des flots de faux sang le long d'une paroi blanche. Le central est connecté au site web d'une version modifiée d'un jeu vidéo en ligne bien connu, le Counter-Strike, qui permet aux utilisateurs de tirer sur des personnes réelles. Chaque personne virtuellement tuée est représentée par un flot de faux sang le long de la paroi de la galerie. 2 ans plus tard, 2010,
est sorti le jeu vidéo The Night Journey de Bill Viola qui permet à l'utilisateur de s'immerger, bénéficiant d'un effet apaisant très intense, dans un environnement nocturne en s'y déplaçant lentement par le moyen d'un joystick. Qu'ont-elles en commun ces deux opérations artistiques ? Si l'on fait abstraction des technologies utilisées et si l'on réfléchit sur les effets esthético-émotionnels produits, elles semblent même antithétiques. L'installation de Riley Harmon, en jouant sur l'écart entre la réalité de la violence virtuelle et la fausseté du sang réel, semble fonctionner comme une défense contre la violence à travers un double dispositif de répétition et de distanciation. Le jeu vidéo de Bill Viola, au contraire, permet une expérience immersive et se structure comme un environnement de méditation. En premier lieu, les deux opérations proposent de nouveau, dans un contexte de recherche expérimentale d'une contemporanéité radicale, l'alternative entre la contemplation et la méditation, des effets esthétiques qui appartiennent à deux conceptions de l'art fondamentalement divergentes, même si elles sont présentes de diverses manières dans l'histoire, en particulier à l'âge moderne. La première, la conception selon laquelle l'art devrait avoir un effet contemplatif, produit d'une distanciation du sujet utilisateur du monde réel, grâce au monde irréel que l'œuvre donne à voir, est, comme nous le savons, la conception qui s'est imposée, en particulier vis-à-vis des arts figuratifs et du théâtre, à partir de la Renaissance. L'esthétique du XVIIIe et du XIXe siècle, du moins selon son mainstream, a soutenu fondamentalement cette conception, naturellement avec quelques accentuations et différenciations de la composante du désintéressement dans le jugement esthétique. Kant, par exemple, n'arrive jamais pleinement à clarifier le bien fondé du prétendu caractère désintéressé des jugements relatifs au beau et au sublime. En affirmant que le sentiment du beau s'accompagne directement d'un sentiment d'élévation de la vie. Direkt ein Gefühl der Beförderung des Lebens bei sich führt, et que au contraire, celui du sublime est un plaisir qui ne surgit que de manière indirecte, c'est-à-dire qu'il est produit par le sentiment d'un soudain blocage des forces vitales, suivi aussitôt d'un épanchement d'autant plus puissant de celle-ci. Einer augenblicklichen Emma der Lebenskraft und darauf sogleich folgenden desto starker Nergisung derselben. Il est tout de même obligé de lier les deux expériences esthétiques au renforcement ou à l'affaiblissement des forces vitales du sujet qui les éprouve. Toutefois, il ne semble pas avoir de doute sur la finalité contemplative, c'est-à-dire de mise à distance des deux expériences. La question même du désintéressement peut gagner son sens seulement si elle est comprise comme la conséquence et non pas comme la prémisse de l'expérience du beau et du sublime. C'est donc la distanciation contemplative qui peut produire un affaiblissement de l'intérêt, et non pas le contraire. Schopenhauer sera lapidaire sur ce point. Celui-là qui se trouve pris dans cette intuition n'est plus individu, l'individu s'étant précisément perdu dans cette intuition. Celui-là est le pur sujet de la connaissance, sans volonté, sans douleur, intemporelle. Le dispositif artistique que Schopenhauer contribue à définir, même au-delà de ses intentions philosophiques explicites, consiste en un double mouvement, un mouvement de répétition d'une expérience traumatique et un mouvement de distanciation-défense de cette expérience. L'autre conception de l'art qui est présente dans l'esthétique moderne, même si elle est presque toujours en position minoritaire, est celle qui affirme que la finalité de l'art est de permettre non pas la contemplation mais la méditation. Naturellement, je force ici les termes du discours, mais on en comprendra bientôt les raisons. Quand dans les théories modernes de l'art, nous nous référons à l'architecture des églises, et à certaines formes musicales qui lui sont liées, la conception des effets esthétiques produits fait implicitement référence à une implication immersive de l'utilisateur dans l'environnement œuvre. Celui-ci semble en effet structuré comme un environnement méditatif, c'est-à-dire comme un environnement dans lequel le sujet est immergé sensoriellement. Dans cette circonstance, il n'y a pas de distanciation parce que paradoxalement, le sujet n'est pas soustrait à l'environnement, mais il est immergé en lui comme dans un flux dans lequel il flotte lui-même. Certes, l'architecture des églises, ou peut-être pourrions-nous dire l'architecture des temples, est beaucoup plus composite, j'oserais dire ambivalente. Dans le temple religieux, des espaces très différents coexistent. Un lieu du sacré, en général physiquement outre que symboliquement fermé et inaccessible à la multitude, et un lieu du vide qui l'englobe, et c'est seulement ce lieu qui peut être appelé environnement méditatif.
Ces deux lieux paradoxalement coexistants sont aussi les lieux de rites hétérogènes bien que souvent liés. Les rites sacrés, dans lesquels il est possible de retrouver le dispositif de la répétition de l'événement traumatique par excellence, l'être à la merci de la violence divine, et les rites du silence qui consistent, dans toutes les religions et toutes les cultures, en exercice de méditation. En second lieu, les deux expérimentations de Riley Harmon et de Bill Viola, décrites schématiquement plus haut, semblent illustrer, dans les territoires des arts contemporains, deux différents mécanismes anthropogéniques, celui de la compulsion de répétition et celui du climat de gâterie. Le premier mécanisme a été théorisé au cours des dernières années par Christoph Türk. L'autre, celui du climat de gâterie, a été décrit par Peter Sloterdijk, en particulier dans sa trilogie Sphère. Je les résume afin de faire ressortir leur utilité pour les questions que j'essaie d'introduire. Il s'agit de deux puissants paradigmes anthropogéniques qui ne peuvent être ignorés ou laissés en marge du débat théorique, et dont il faut par conséquent vraiment commencer à discuter. Dans son livre Eretgesellschaft, Philosophie der Sensation, Christoph Türk, en reprenant la notion freudienne de compulsion de répétition, telle qu'elle avait été proposée dans Au-delà du principe de plaisir, et en la généralisant dans un sens anthropologique, en s'appuyant aussi sur sa profonde connaissance de l'histoire des religions, la conçoit comme un élément fondateur de culture de premier ordre. Ce mécanisme trouve son expression la plus claire et la plus complète dans les institutions sacrificielles. Toutefois, avant de réfléchir sur les institutions sacrificielles, il convient de revenir sur certaines argumentations du philosophe allemand. En se référant à la neurophysiologie contemporaine d'approche fonctionnaliste, Türk affirme que les fonctions neuropsychiques fondamentales de l'attention et de la mémoire ne sont absolument pas des activités exclusives du cortex cérébral, mais des processus qui, en impliquant aussi le système limbique, sont effectués par tout le complexe du réseau neuronal. La mémoire dont il parle est la mémoire procédurale qui, comme on le sait, mais on l'oublie trop souvent, constitue ce système d'automatisme ou d'habitude, sans lequel nous ne pourrions pas mener nos vies, même en ce qui concerne les actions quotidiennes les plus simples. Cette mémoire joue un rôle défensif fondamental, car elle assure la sécurité de l'organisme. Mais le processus neuropsychique que Türk considère comme primaire est celui de l'attention, car ce processus constitue ce que nous appelons conscience et qu'il définit comme cet état où l'attention d'un réseau perceptif de pensée, de direction est si nette qu'elle sent tout ce qu'elle fait et vit comme sa propre action et sa propre vie et elle-même comme un moi identique et continu. Il n'existe pas, comme le pensait par exemple Descartes, un moi marionnettiste et identitaire séparé des processus d'attention-mémoire, parce que le moi conscience est ces mêmes processus, qui sont de plus extrêmement coûteux d'un point de vue énergétique. Même si l'on ne connaît pas encore complètement les mécanismes neurologiques qui rendent l'attention possible, il existe selon Türk un moyen sûr pour la déclencher, le choc. Le choc rend plus que jamais éveillé, mais s'il est trop fort, il produit un étourdissement catatonique. Le choc est donc caractérisé par une ambivalence fondamentale. Türk rappelle ainsi les fameuses thèses de Walter Benjamin sur la formation perceptive et émotive des habitants des métropoles, qui doivent apprendre rapidement à se défendre de l'excès de stimuli et d'excitation sensorielle et émotive. En généralisant ces thèses dans un sens anthropogénique, Türk les fait refluer dans l'hypothèse freudienne de la compulsion de répétition. Comme on le sait, Freud, dans Au-delà du principe de plaisir, confronté aux difficultés interprétatives et thérapeutiques qui se trouvent dans les névroses traumatiques de la guerre, élabore deux hypothèses, celle de la compulsion de répétition et celle du masochisme primaire ou de la pulsion de mort. Selon la première hypothèse, que Türk suit et généralise tandis qu'il élabore une critique fondée à l'autre hypothèse, celle de l'existence de la pulsion de mort, au moins en ce qui concerne sa théorisation freudienne, la répétition de rêves traumatiques aurait pour fonction de développer a posteriori cette angoisse de préparation qui avait manqué à l'occasion de l'événement traumatique. La thèse de Türk est que sans la compulsion de répétition, donc sans la répétition de l'événement traumatique, les connexions nerveuses ne se seraient pas produites ni donc la conscience en général comme capacité de parer les chocs. Le mécanisme de la compulsion de répétition remonte ainsi à l'origine même de l'humain. Répéter la terreur vécue et la répéter jusqu'à la faire pâlir et l'inclure dans les connexions neuronales habituelles qui constituent le sentiment de sûreté.
Cela dépasse de beaucoup la pulsion mimétique que nous trouvons dans le monde animal, car, alors que le mimétisme animal est un comportement de défense contre la terreur, la compulsion de répétition se caractérise comme un mécanisme de défense de la terreur par la terreur. Toutefois, c'est dans le sacrifice que la compulsion de répétition se manifeste dans toute sa clarté et de manière exhaustive. Les origines des rites de sacrifice, qui sont, selon Turk, les origines mêmes des religions, sont paradoxalement tardives. Les sources sur lesquelles les anthropologues fondent leurs recherches appartiennent substantiellement au néolithique. Même les paléontologues n'arrivent pas à remonter au-delà de l'Homo sapiens ou de l'homme de Néandertal. Mais les origines des rites sacrificiels et des religions, encore et peut-être à jamais obscures, se perdent dans les 30 à 40,000 années précédentes. En effet, Turk affirme que ces rites ont été de puissants outils de défense des hordes primitives contre la violence des forces naturelles qui les terrorisaient. Toutefois, il souligne qu'à l'origine il n'y a rien d'autre que la terreur, le trémin d'homme, alors que les institutions sacrificielles ne sont que des tentatives de réparation et de défense contre la terreur par la même terreur. En effet, le sacrifice, pour apaiser ce qui produit de la terreur, doit être lui-même terrifiant. Dans sa phase originelle, le sacrifice a donc été la tentative répétée de l'humanité primitive pour se libérer d'un flot de stimuli insupportables. Par la mémoire de la terreur, le sacrifice est une tentative répétée de s'en libérer. Et Turk affirme que la mémoire, considérée dans un sens culturel ou neuropsychique, est née comme une réaction de défense contre le trauma par son double mécanisme de souvenir-oubli. Tout compte fait, le mécanisme psychosocial de la compulsion de répétition répond à la tentative répétée accomplie par des groupes d'humains d'assumer la terreur sous leur propre direction. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.